Est-ce que vous avez déjà entendu parler de psychothérapie institutionnelle? Pas du tout. Bon, alors, je vais vous montrer des images où l'on voit où c'est né, à Saint-Alban, en Lozère, pas très loin d'ici, sous l'impulsion d'un psychiatre catalan qui s'appelait François Tosquelles. François Tosquelles, c'est celui qui est au milieu avec la moustache qui salue. C'est drôle. Ils sont tous en costume. Il n'y en a pas un seul en blouse blanche. C'est aussi les débuts de l'ergothérapie en France, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ah, c'est Claude Gasque, un infirmier là, avec sa pipe et les moustaches. Belle rotative. Type de professionnels. Ils sont bien équipés. Ouais. C'est passionnant. Oh oui, alors. Venez, on va s'enseigner. Moi, je veux en savoir plus sur Tosquelles. Et moi sur toute l'équipe. Quelque temps après. Portrait croisé. Ah, croisé. Allez, copains. Écoutez ce qu'on a trouvé en faisant des recherches. Vas-y, Fabienne. Moi, Lucien Bonafé, c'est en tant que résistant que j'ai été proscrit de Paris en 1942. Il a fallu que je détale, parce que la police française avait commencé à trouver ma trace, m'a dit le directeur de Sainte-Anne. Bon, ça va, j'ai compris. Faut détaler. On va encore continuer à brouiller les pistes. Et c'est comme ça que je suis partie à Saint-Alban. J'avais 29 ans et j'en avais déjà vu des vertes et des pas mûres. Lucien Bonafé est un militant communiste, grande gueule, autoritaire, combatif, mais aussi proche du milieu du surréalisme. Il arrive à Saint-Alban en janvier 1943, dans l'hôpital que dirigeait déjà son grand-père. Il a passé ses vacances à l'hôpital psychiatrique, en dessinant avec des fous. Vous imaginez? C'est ça son enfance. L'enfance d'un psychiatre. Et je suis donc repartie à Saint-Alban. Je me rappelle, quand j'étais petit, je jouais avec les objets fabriqués par les malades de Saint-Alban. Et mes images, c'était leurs dessins. Mon grand-père était le directeur. Et moi, tout petit, j'ai grandi avec les malades. C'est extraordinaire. Et je suis donc repartie à Saint-Alban. J'avais 29 ans. Et là, je tombe dans une structure d'accueil des proscrits, avec un grand accueillant de la proscription, qui était Balvé.
le docteur dont j'ai pris la suite. Balvet avait caché des juifs dans la maison. Et il y avait déjà eu l'autre grand proscrit que Balvet était allé chercher au camp de Cette-Fond avec les réfugiés d'Espagne. François Tosquelles. Je suis arrivé ici le 6 janvier 1940, venant du camp de concentration de Cette-Fond. C'est où? Il est libertaire et condamné à mort par le régime franquiste. C'était un drôle de petit gars. Il avait l'air de rien, mais il était surdoué. Il commence médecine à 15 ans. Passionné par la folie humaine, il devient psychiatre à 23 ans. Et à 24 ans, il s'engage dans la milice antifasciste. Il crée sur le front, comme on appellerait maintenant, une cellule d'urgence médico-psychologie. Un service psychiatrique pour soigner les traumatisés directement sur place. C'est l'invention de la psychiatrie de secteur, soigner au plus près de la vie que mènent les patients. Et il commence par l'urgence, soigner les médecins. Pour qu'ils perdent la peur. Et vous savez qu'il a embauché comme personnel pour l'aider. Comme on lui a refusé des infirmières prises pour un combat plus noble, il s'est demandé qui je pourrais trouver comme ça, qui a de l'équilibre, pour pas froid aux yeux et de la chaleur à venir. Mais ça, c'est tout à fait le boulot des prostituées. Et il est parti sur le front avec comme infirmière psy des putes. Sauf qu'il est anarchiste. Non, il est libertaire. Ah oui, libertaire, puisqu'il fait partie des milices antifascistes du POUM, du Parti ouvrier d'unification marxiste. Donc, il est poursuivi par le régime franquiste, mais aussi par le Parti communiste espagnol. Donc, il fuit de l'autre côté des Pyrénées, comme 450 000 autres réfugiés espagnols, dans le camp de Cette-Fond. C'est où déjà? Dans le Tarn-et-Garonne. Ah bon? À moi. Un jour, au camp de... Un jour, al camp de concentration, il reçoit un télégramme signé préfète qui dit: Docteur Tosquelles, accepteriez-vous un poste dans mon hôpital, l'hôpital de Saint-Alban? j'ai regardé dans les cartes. Il n'y avait pas Saint-Alban, ni même à peine la Lozère. Alors, à cette invitation comme ça de l'inconnu, j'ai dit: oui. Pourtant, je crois que c'est un des lieux où j'ai fait une très bonne psychiatrie. Dans un camp de concentration, dans la boue comme ça. C'était très bien, c'était magnifique. C'était très comique aussi. Il y avait des peintres, des militants politiques, un guitariste. Oh, le guitariste, je me souviens. Je vous le fais pas. Un infirmier psy aussi, oui. C'était très efficace. C'était très efficace. Quelques jours auparavant, le directeur de cet unique hôpital de Lozère est allé voir le docteur Balvet, est allé voir le préfet de Lozère pour lui demander de la main-d'œuvre. Le préfet lui avait alors proposé de prendre à Saint-Alban des ouvriers du camp de Cette-Fond. Des Espagnols à bon marché pour les petits travaux de l'hôpital. Balvet lui avait répondu: S'il y avait des psychiatres parmi les prisonniers, cela nous aidera à l'hôpital. Le préfet lui avait alors rétorqué: Mais monsieur, au camp, il n'y a que des criminels, donc pas de psychiatres. Et pourtant, si, il y en avait un de psychiatre, le docteur François Tosquelles. Mais son diplôme de psychiatre n'est pas reconnu en France. Alors il est engagé comme simple infirmier adjoint. Il m'a dit, le docteur Balvet. Mais qu'allez-vous faire? Moi, j'ai dit, je sais pas. C'est la première fois que je vis près des vaches dans ma vie. Il faut que je connaisse les vaches. Il est vaché. Et avant de dire ce qu'on peut faire à l'hôpital, il faut aller voir le contexte. Je suis allée dans les foires du pays, les foires agricoles.
Comme ça, je pourrais voir ce qu'on peut faire ici dans le service de servir ma tête. Vous comprenez? En fait, très vite, le jeune psychiatre catalan François Tosquelles et le directeur de l'hôpital Paul Balvey ont pour priorité de nourrir les malades. Cela peut paraître banal, mais c'est une réaction rarissime. On sait maintenant qu'en France, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu plus de 40 000 malades mentaux morts de faim. Quelle horreur. C'est l'extermination douce dans les hôpitaux psychiatriques. Partout on meurt, faute de nourriture et faute d'attention. Partout, sauf à Saint-Alban. Comment? On doit soigner l'institution avant de soigner le malade, comme dit Tosquelles, en inventant la psychothérapie institutionnelle. L'institution doit s'ouvrir, l'extérieur aussi. Concrètement, bon nombre de fermes avoisinantes manquent de main-d'œuvre et l'hôpital peut leur en fournir en échange de nourriture. Puis l'hôpital crée son potager. Une partie du personnel et 124 malades sont désignés pour activer la production agricole. Wow, fantastique. N'est-ce pas, monsieur Tosquelles? Dans la ferme sont cultivés des choux, des raves, des poireaux, des oignons, de l'ail, des haricots, des choux raves, des pois verts et des carottes. Le chou est le légume le plus abondant, à tel point que pendant la guerre, l'hôpital va produire jusqu'à 5 tonnes de choucroute qu'il va pouvoir vendre. Et ce n'est pas tout. Le travail des malades dans le cadre des ateliers d'ergothérapie évolue. On leur fait fabriquer des objets plus utiles qu'ils pourront troquer contre des œufs, des fruits et d'autres denrées. Au final, Saint-Alban, loin de tout, sera l'hôpital qui aura perdu le moins de malades. Et si on racontait cette histoire? Oui, mais comment? En imaginant des scènes et en les jouant. Oh, chouette, on va faire des impros. Oh, qui me suit? Moi, ça m'intéresse d'écrire des scènes. Et moi, j'entends des émissions de radio avec la fille de Tosquelles. J'aimerais vous faire entendre ce qu'elle a dit. Ça m'a beaucoup ému. Moi aussi. Et moi, j'inventerais bien des scènes avec Tosquelles. Moi aussi. Allez, on s'y met tout de suite. Quelque temps après. Irène et Claude Gasque, infirmiers en pause à l'hôpital. Formidable cette projection. Il a eu une bonne idée, le docteur Tosquelles, de donner la caméra aux patients. Et si on leur donne les mêmes moyens que nous, ils arrivent à nous montrer des choses incroyables. Et puis t'as vu, ils sont à l'aise, curieux, créatifs. Et quand tu vois ces sourires, oh, mais c'est magnifique. Irène, mais tu te souviens de comment on les traitait avant? Du gardiennage. Les bonnes sœurs, ce qu'elles nous répétaient sans cesse. Il faut qu'on leur explique, il faut qu'on leur montre. Allez. Alors, tout ce qu'on vous demande ici, c'est pas de crime, pas de grossesse, pas d'évasion. Ouais. Moi, c'est bonne sœur alors. Oh, elle nous en a fait baver. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression de faire un travail différent. Toutes ces journées, ces soirées, à passer avec les malades, à chanter, écrire le journal, faire le potager, à vivre avec eux. Attends. Tu sais, j'ai une idée à proposer à la réunion du club. Oh quoi, dis-moi. Tu sais que ça me travaille cette injustice. Pourquoi nous, les infirmiers, nous pouvons partir en vacances grâce à nos congés payés et pas les malades? Il nous suffirait d'avoir un bus. Notre collègue Marius vient d'hériter. Et si on lui demandait de nous avancer l'argent pour l'acheter le bus, nous pourrions partir en vadrouille avec les malades. Oh mais papa, quelle est bonne ton idée, Irène. Oh, qu'elle me plaît bien que je t'embrasse. Va te la raconter à la réunion du club. Vite, file. Eh bien, en fait, Marius, il n'avait pas hérité de grand-chose. Alors, on n'avait pas les sous. Il nous fallait
millions de francs. On ne les avait pas. On avait la banque, d'accord. Mais l'association, elle n'avait pas 10 briques à foutre dans un bus. Le docteur, il nous a dit, faites un emprunt aux malades. Un emprunt aux malades. Monsieur, si, faites un emprunt aux malades. Et ça a fait son chemin au cours des réunions du club. Alors on a dit, on levait le bus. Alors, est-ce qu'il y aurait quelques pensionnaires prêts à prêter un peu d'argent? Car ils étaient payés en ergothérapie. Il y avait le pécule traditionnel de l'administration. Mais nous, on avait mis en place, en plus, un salaire de l'ergothérapie. Tu travailles, tu es payé. Et c'est cet argent qui circulait, vous voyez. Et finalement, on a fait un emprunt aux malades. On a eu le bus. Grâce aux malades, on l'a appelé l'abeille du Gévaudan. J'ai ma casquette de chauffeur, alors attendez, elle est là. Oui, Reine. J'ai ma casquette de chauffeur maintenant. Et ça fait été là, on y va. Allez, abeille du Gévaudan, nos enfants. Allez, vite, vite. Vite. Allez, vite. Allez, où Soussou? Zut, j'ai oublié mon parapluie. Fatou. J'ai le vertige. Oh, il est drôle perché le village. Comme nous. Ça grimpe. Chouette, ça se découvre. On est bien là. Oh, ce sont nos vaches, ils se sont échappés. C'est la Narode. Arrête de taper, Gertrude. Tosqueliès est Marie-Rose. sa fille. Je suis arrivée à Saint-Alban en 1940. On avait traversé les Pyrénées à pied avec mon père pour rejoindre ma mère. Quand je suis arrivée, j'étais souffrante. Et mon père a dit que j'allais passer une. Radiographie. Je ne savais pas ce que c'était qu'une radiographie. Alors avec mon père, on est descendu jusqu'au service. Et dans l'escalier, j'ai croisé une femme squelettique assise sur les marches. Elle a étendu une main vers moi et je me suis réfugiée bien vite contre mon père pour fuir cette main. Quelques jours plus tard, est arrivée dans notre petite maison, comme une furie, en camisole de force. Alors mon père a dit, Madame, si vous voulez, ma fille et moi, nous allons détacher vos liens. Et si vous voulez, ma femme, C'est moi. Soussou. vous indiquera les activités à faire à la maison. alors avec mon père, on a déficelé la camisole de force. Et cette femme-là, cette furie, c'était le squelette que j'avais croisé dans les escaliers et dont j'avais eu la trouille. Elle arrivait tous les matins en camisole de force, accompagnée par 2 infirmières, car elle entendait des voix. Et elle se rebiffait contre ces voix qui l'insultaient. Et elle répondait pareil.
Puis, petit à petit, elle est arrivée sans camisole, puis sans infirmière. Je peux dire qu'elle a fait partie de nos vies pendant plus de 18 ans, jusqu'à son décès. C'était Christine. Et quand on lui demandait comment elle s'appelait, elle répondait « Christine la désolée ». C'est comme ça que j'ai compris qu'une personne pouvait être délirante, elle n'en était pas moins humaine, et je lui dois beaucoup. Moi, ce qui me touche vraiment dans cette histoire, c'est l'intimité entre les gens, soignés et soignants, la confiance, même avec leurs propres enfants. Il y a des jeunes et des vieux ensemble. Ils avaient l'air heureux. Quelle belle utopie. Mais où est passé tout ça? Mais où est passé ce doux rêve? Maintenant, on est à l'ère financière. Et tout ce qu'on demande à l'hôpital, c'est d'être rentable. Le vivre ensemble, c'est pas la priorité. Alors qu'ici, on y voit une grande convivialité. C'est quasi comme en famille. On peut y voir de l'épanouissement. On y voit des sourires. Écoutez ce que je viens de trouver. La psychiatrie, je l'appelle la décognaterie. Tu peux déconner à ton aise. Déconne, mon petit. On dit que c'est de l'association. Et moi, qu'est-ce que je fais quand il déconne? Je déconne à mon tour. Dans le silence, j'écoute comme une poésie. Les intonations, le rythme, la musique, plus que les mots eux-mêmes. Et de temps en temps, je lui sors une petite interprétation, comme on dit. Vous comprenez? Première entrevue entre Tosqueliès et un patient. Entrez. Bonjour, je me présente, je suis le docteur Tosqueliès. Et vous, c'est François, c'est ça? Français en catalan. Je vous en prie, asseyez-vous. Asseyez-vous, hein, sur la chaise, voilà. Et maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui vous arrive? La haute autorité qui me surveille m'interdit toute communication avec l'extérieur. Ah, mais vous y avez raison. Elle n'est pas commode. Mais il réussit à les neutraliser. Il neutralisé tous les micros. Il coupe, il découpe, il recoupe tous les micros. Regardez là-bas, un micro. Tchac, tchac, tchac. Tout le micro. Et là-bas, un autre micro. Tchac, tchac, tchac. Tout le micro. Vous pouvez me faire confiance. Racontez-moi tout. Ils ont pris le contrôle du monde. Seuls les animaux seront épargnés. Ah mais vous avez raison, il faut se rapprocher des animaux. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas non plus. Ça marche! Heureusement, nous avons des vaches à Saint-Alban. Et les vaches de Saint-Alban savent garder les secrets. Ils ont des espions partout. Ils nous surveillent. Ils sont invincibles. Mais ils connaissent leurs points faibles. La haute autorité est allergique aux choux. Savez-vous planter les choux? Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode?
planter des choux à la mode de chez nous. Ah, magnifique! Vous avez une voix de maestro. Je dirige une petite chorale, je vous engage. Oh oui. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais avoir un psychiatre comme ça. Parce que chez certains psy, c'est cache ton carte vitale et au revoir. Alors il faut changer de psy. Cela demande un peu de courage, certes. C'est tellement important de sentir de l'empathie et qu'il y ait une vraie relation de confiance. Je me souviens une fois chez un psy, j'avais vraiment besoin de parler. L'entrevue n'a pas duré 5 minutes. Il m'a même prise par le bras pour que je sorte. Les psys, il y en a qui te mettent dehors, d'autres qui t'enferment, et la plupart te castonnent. Exactement. Je me souviens, moi, j'étais à l'hôpital, c'était la nuit, je dormais bien, mais alors vraiment profondément. Puis tout d'un coup, je me retrouve avec une lampe torche dans les yeux. J'ouvre les yeux, je regarde. C'était l'infirmier qui me secoue en me disant « Madame, madame, allez madame, mais réveillez-vous, c'est l'heure de prendre votre cachet pour dormir. » Véridique. Moi aussi, à l'hôpital, j'avais eu une discussion avec un infirmier psy, à l'époque, dans les années 90, et il me disait, mais on va dans le mur, déjà à l'époque. Il y a bien eu des ouvertures, avec Saint-Alban, la Borde, et puis ça s'est refermé. Il n'y a plus d'autre choix que la camisole chimique ou l'enfermement. Il n'y a plus de rapport thérapeutique. Mais c'est quoi au juste le rapport thérapeutique? Ah, c'est une relation qui permet aux patients de gagner en autonomie et de s'épanouir. Mais les gens à l'asile pour s'en débarrasser. Les personnes qui sont en psychiatrie, on leur fait pas confiance. Mais on est tous des citoyens à part entière. Et reprenons l'histoire de Saint-Alban. J'ai trop envie de revoir ce couple d'infirmiers, les Gasques. Oh, j'adore jouer Claude. Oui. Irène et Claude Gasque, le dimanche. Ah, c'est dimanche. Ah ouais, c'est dimanche. Irène, mais Irène, où tu es? Ah, je passe ma matinée à chercher Irène. Ah, t'es là. Ah, je reviens de l'hôpital. J'étais persuadée, tu sais, hier soir, à la veillée, d'avoir laissé ma pipe là, à côté de la cheminée. Je vais à l'hôpital, j'arrive à l'hôpital, je passe à la cuisine, je descends jusqu'à la salle commune, j'arrive, la cheminée, elle est face à moi, ma pipe, elle n'y est pas. C'est bien de toi, ça, mon Claude. Regarde. Regarde bien. Je regarde, je regarde. Elle est là. Oh, merci. Oh, je l'aime, ma pipette. As-tu croisé quelqu'un à l'hôpital hier, ce matin? Ben, bien sûr, le forestier, son petit coin là, tu sais, à côté de la cuisine. Oh, et j'ai vu la Marguerite aussi, hein. Elle va pas fort. Hein. Tu sais que dans sa tête, non, elle a 65 ans, mais dans sa tête, elle croit qu'elle en a 18. Je sais. Mais attends, tu sais pas la meilleure. Elle s'est mise en tête de se marier. Je sais. Mais comment tu le sais? À l'atelier de broderie, les heures qu'elle passe à crocheter sa robe de mariée, c'est impressionnant. Mais elle est magnifique. Elle peut être magnifique, hein. Irène, quand même. Il y a un problème, hein. Elle a toujours pas trouvé de mari. Mais c'est pas ça son problème. C'est qu'elle maigrit à vue d'œil. Et en plus, elle s'isole. Comme Tosqueliès nous le dit toujours, l'isolement est à l'origine de la maladie et au cœur de notre démarche thérapeutique. C'est la base. Tu as parlé de Marguerite à Tosqueliès? Justement, je lui en ai parlé. Il va la voir dès demain matin, pourvu qu'il arrive à la requinquer. Avec une bonne blague, une bonne pirouette. Ouais, mais c'est pour la requinquer que je l'invite à dîner. T'as vu que ton Claude aussi, il est intelligent. Oh, qu'est-ce que tu vas nous faire de bon, mon Irène? Du potiron. Ah non, encore. Mais si, Au soir, mais si, un bon soufflé au potiron. Ça ira. Du jambon à l'ail. Oh, ça, tu te rattrapes, j'aime ça. Hein. Du pain et du fromage. Eh ben, pas mal.
Et je peux même lui faire un gâteau au marron. Pouah, mais c'est qu'avec un repas pareil, elle va se croire que c'est son propre repas de noces. Irène, on ne la contredira pas. On va plutôt essayer d'en discuter, on va en parler avec elle. La communication, c'est la base de notre travail. Claude, c'est facile pour toi d'inviter. Mais c'est encore moi qui cuisine. Si tu veux, je t'aide, mon Irène. Tu m'aides à peler le potiron? Tu veux que je te pèle ton Oui. potiron là, Irène? J'y crois, mon amour. À tout de suite. La lettre de Marguerite. Je suis morte 122 fois. J'ai été 11 fois écrasée. Je me suis mariée 7 fois. Maintenant, j'entends quelqu'un qui me parle moralement dans mon plexus solaire. J'ai tous les os brisés, le cœur réparti. Je crois que je n'ai même plus de plexus solaire. On l'a transposé. On a été obligé de me couper un morceau de mon bras et on me l'a remis. Je demande du chocolat au lait le matin pour mon petit déjeuner. On me donne une soupe à l'eau le matin, le midi et le soir. Croyez-vous que je puisse avoir une bonne santé? Le nez pleure, les yeux s'exorbitent. Et comme on ne me donne ni omelette, ni lapin, ni poulet, jugez de la santé que je peux avoir. C'était la lettre de notre Marguerite et sa magnifique robe de mariée. Une artiste. Toscaliès est forestier, le précurseur de l'art brut. C'est intéressant la réunion ce matin. Oui. Un peu longue peut-être, hein, c'est toujours le même style, avec ces histoires de réunite. Bon, est-ce que tu le connais, lui? Non, je ne le connais pas. Ah. Il ramasse des miettes de n'importe quoi. Il a son petit coin là, à côté de la cuisine. Il est là, tranquille, tu vois. Il ramasse ses histoires. Il articule ses fragments. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il se réhabille avec le monde. Ah oui. Bon, François. Oui. J'ai faim, moi. Je vais au réfectoire. Ok, je te rejoins, bon appétit. À tout à l'heure, hein? Alors, tu as fini une nouvelle œuvre, paraît-il, mais qu'est-ce que c'est? C'est un bateau. Et grâce à ma sculpture, je voyage dans ma tête. Et tu voyages souvent? Je voyage des centaines, des milliers de fois. Et ton bateau, il peut accueillir des personnes, des gens comme moi. Non, c'est complet. C'est complet. En fait, mon bateau, tous les passagers qui l'accueillent, c'est moi. C'est mes différentes personnalités. Et il y en a beaucoup. En fait, tous ces passagers, c'est des fragments de toi. Et tu peux les réunir dans ce bateau. Ben oui, c'est que comme ça que j'y arrive. Il me faut un grand bateau. Tout c'est bien que je plante toute la place, moi. Oui, il est grand, mais il est surtout, on va dire, magnifique. Oh, ton bateau, oh, tu es le plus grand des bateaux. Et tu nous guides sur les flots, oh,
oh, oh, faire ce qu'il y a de plus beau. Mais mon bateau, s'il ne flotte pas, je coule. Et si ça souffle trop fort dans ma tête, je suis content de pouvoir me poser dans un port. Et ce port, c'est Saint-Alban. Ah, là, c'est bon. Alors, il y a le port, le bateau, le port, mais et moi, je suis qui? Toi, t'es plutôt comme l'eau. Grâce à toi, j'arrive à flotter. Ah oui, c'est l'eau. Mais c'est très beau. Le bateau, il existe concrètement dans tes mains. Mais surtout là, dans ta tête. C'est incroyable tout ce que tu as dans ta tête avec ce bateau. Hein? Bon, allez, toi, ton bateau, tes personnalités multiples. Et moi, on va les manger au réfectoire maintenant. Ah non, pardon. On va les manger au restaurant du port. Et justement, pas de poissonnier, mais du calamar. Ah, c'est le français, pardon. Du canard. Okidoc, okidoc. Point, point. Point, Ah, point. point. Il est drôle ce français. Liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou sang, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur les côtes de mon enfance, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne des menthes, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur les formes scintillantes, sur les cloches des couleurs, sur la vérité physique, j'écris ton nom. Sur les sentiers éveillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux du miroir et de ma chambre, sur mon lit, coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur tes lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer Liberté. 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 Paul Éluard a écrit ce poème en 1942. Diffusé en France puis à Londres, il est parachuté à des milliers d'exemplaires par la Royal Air Force lors de ses passages au-dessus du territoire français. Cela devient le poème de la résistance.
Paul Éluard doit se cacher plus que jamais. Il est en fuite. Il a 47 ans. Il arrive à Saint-Alban en novembre 43 avec sa femme Nuche et sa fille Cécile. Ils y resteront jusqu'en février 44. Le poète se cache. Le poète a toujours froid. Sa femme Nuche porte souvent ses vêtements pour les lui réchauffer. Paul Éluard et sa femme Nuche. Paul Éluard, il venait souvent au service et à la salle commune. Oh, il semblait distrait, toujours discret. Éluard avait l'air à la fois très distingué et très peuple, très jeune et très vieux, très enthousiaste et très calme. Vivre dans la proximité des fous, embrasser l'existence quotidienne, ce sont des vies qui enrichissent la poésie. Et notre vie. Éluard était un ange. Un ange à l'intérieur comme en parole. Il clochetait de la parole toute la journée. Il s'enveloppait de paroles chaudes. Magnifique, quoi. La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, fin à satisfaire. Un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie, la vie à se partager, une vie, la vie à se partager. Il faut créer des lieux collectifs et de lieux d'échange. Et pour cela, il faut abattre les murs, enlever les barreaux, supprimer les cellules, prenez ces pioches et ces maillets et démolissez vous-même les quartiers cellulaires. Cassez les murs. Hey! We don't need no medication. We don't need no self-control. Dark sarcasm in the clinic. Hey, doctor, give to the man the life. Hey, doctor, give to the man the life. Hey, doctor, give to the man the life. Ah! Pour les femmes. Ah, bah, les médicaments. Ah, bah les adjudants. Ah, bah, la folie normative de l'hôpital. La sortie, Un métier, un mari, des enfants et la retraite. Des fauteuils pour les mémés. Des loisirs pour les jeunes. Soyez réalistes, demandez l'impossible. Pourquoi les pauvres? Des terrains de pétanque. Oh, lave-vaisselle. La vaisselle. Oh, Sophie, oui, tu veux bien nous lire la lettre, tu sais, de ce malade, le vrai révolutionnaire de Saint-Alban. Mais ça fait comment déjà? Gérard. Ah, mais c'est Gégé. Vous vous souvenez tous de Gégé, hein? Sacré La Gégé. lettre de Gérard. J'ai appris que dans 6 mois, il y aurait à nouveau les barreaux. Si on doit faire la révolution, eh bien, on la fera. Et si notre direction doit également enlever les sorties à l'extérieur et faire remonter les murs, cela risque de chier. Et il ne faut pas oublier, cher directeur, que si on ne nous considère pas comme des humains, tout le monde se retournera contre vous.
Avant de faire cet article, croyez que j'y ai bien réfléchi et que je ne délire pas. En plus de tout cela, pourquoi retourner aux Ponteuses alors que l'hôpital de Saint-Alban avait 20 ans d'avance sur les hôpitaux de France? Pour quelle raison voulez-vous revenir en arrière? Je vous ferai remarquer que si nous, les malades, nous n'avons pas le droit de le soutenir pour une histoire pareille, Nous avons le droit de le soutenir. oui. Si nous n'avons pas le droit de faire partie d'un syndicat pour faire grève, nous avons le droit de le soutenir pour une histoire pareille. Et je tiens à vous le répéter. Nous sommes tous concernés. Et si je dois ajouter autre chose, je dirais que nous devons convaincre pour défendre le respect humain. Voilà, ça c'est signé. Ciao. On sent bien les années 70. Mais la vraie révolution, c'est dès la fin des années 40 qu'elle a lieu, quand Toscaïès fait fermer, abattre les murs et fermer les chambres d'isolement pour que l'espace de l'hôpital ne soit pas un lieu d'enfermement et qu'on puisse alors imaginer y faire les choses ensemble. Les malades avec les soignants, de l'ergothérapie, un club des veillées, du théâtre. Mais Saint-Alban, c'était il y a 50 ans. Et quand Toscaïès dit qu'il faut abattre les murs et supprimer les serrures, il ajoute « mais cela n'est pas suffisant. Il faut analyser, combattre les pouvoirs, les hiérarchies, les habitudes, les féodalités locales, les corporatismes. » Il faudrait que l'hôpital se souvienne qu'à une époque, ça se passait comme ça. C'était novateur pour l'époque. Mais je me demande jusqu'à quel point ça ne l'est pas encore maintenant. À Saint-Alban, on a vu des murs tomber, alors que la politique actuelle, c'est de reconstruire des murs. Même à Saint-Alban. Alors quoi les castors? Bah oui. Alors que ce qu'on a besoin pour aller bien, c'est faire des choses ensemble. Ne serait-ce boire un café, jouer. Le théâtre permet le dépassement de soi-même. Exactement, oui. Grâce à la solidarité et à l'entraide, on se lève, on est là, on est ce qu'on est, mais on a des droits. On a le droit d'être respecté, d'être traité respectueusement avec respect. Mais le principal, c'est de reprendre confiance. Et puis jouer. Ah, c'est fou, le bien-être que ça nous donne. Ah, voilà. Ça permet de vider les soupapes. Et j'ai trop hâte de commencer une nouvelle pièce. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah, si on faisait comme à Saint-Alban, du cabaret. Oh oui. Ou même du cirque. Oh oui. Et la piste aux étoiles, ça m'a toujours fait rêver. Présenter un numéro. Wouhou! Un numéro tout seul, je sais pas si je saurais faire. Mais on est un groupe, c'est ça notre force. Moi je suis sur les cas. Et moi, j'ai toujours rêvé d'être Madame Loyal. Bon, c'est qui celle-là? C'est Monsieur Loyal, au féminin. Tout d'abord. Madame Loyal, c'est la patronne du cirque. C'est elle qui présente les numéros. On n'a pas de piste, on n'a pas de chapiteau. Ah, mais moi j'ai un fouet. Mais on a notre cerveau. On imagine. Ah ouais, on a un cerveau et j'ai un fouet. Donc je pourrais être dompteur. On n'a pas d'animaux sauvages. Hein. Mais si, à moi. Souvenez-vous de mon rôle dans le songe d'une nudité. Allez, Chris, on va répéter. Voilà, exactement. Et moi, je me sens capable de faire le régisseur. Appelez-moi Régis le régisseur. Et moi, je me sens capable de m'occuper de la musique. J'ai ma casquette de DJ maintenant. Appelez-moi DJ Anto. Alors là, mais carrément. Allez, Anto, tu vas me préparer une bonne musique et je vais aller chercher mes accessoires de jonglage et je vais vous faire un numéro qui va vous espanter. Eh, Didier Anto, tu peux me mettre la musique de motivation pour le Kung Fu? Ok. Est-ce que je peux jouer avec toi? Ok. Ok. Non, on dit en japonais, Saiko! Saiko! Viens m'attaquer!
mais je ne me suis pas présentée. Je suis Madame Loyal. Régis? Régis! Merci Régis! C'est moi qui vais vous présenter les numéros, et cette fois-ci sans panneau. Et pour cela, je vais passer le relais à quelqu'un de très spécial. Soussou? Le cabaret de la Maison Bleue. Et maintenant, le cabaret de la Maison Bleue reprend avec Spartaco et son prodigieux lion. Avec Spartaco. Spartaco, mesdames et messieurs. Regardez ce fouet. Et apprenez son nom. Ce fouet de petite taille se nomme Perpignan, car c'est dans notre ville, et oui, qu'il est construit depuis des temps très reculés. Et maintenant, Spartaco va effectuer des prouesses avec son lion, un fauve très féroce. Ah, admirez cette crinière. Oh, flamboyant. Ah, regardez ses griffes. Aiguisées comme des lames de rasoir. Écoutez ce rugissement. Place les os. Et maintenant, regardez bien les yeux de Clarence, car c'est son nom. Ah! À volonté. Regardez bien ce que Spartaco a appris à Clarence. C'est fantastique ce que ce lion est capable de faire. Inimaginable. Parle! Mesdames et messieurs, j'ai commencé ma carrière de lion dans une pièce de Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été. J'étais la star, la vedette du spectacle. Et encore plus fantastique, vous n'avez jamais entendu ça de votre vie. Attention, mesdames et messieurs. Musica. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Et les hommes tranquilles s'endorment, le lion est mort ce soir. Ah oui, bah ouais. Ah oui, bah ouais.
C'était notre belle Et avouez, elle vous a fait tourner la tête. Vous avez besoin d'un remontant, c'est le moment. En traite. C'est à moi. Elles sont bonnes, mes cacahuètes, mes caramels, mes chocolats glacés, mes esquimaux, mes bonbons. J'ai des tas de choses à vous offrir si vous saviez. Oh là là, est-ce que là-bas il y a... Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose d'un peu plus fort? Quoi par exemple? Un œuf de poule. Mais nous n'avons pas ça en réserve, monsieur. Par contre, j'ai quelque chose d'exceptionnel pour vous. Savez-vous que maintenant, la mode, c'est les insectes. Insectes rampants, insectes volants, insectes pas de... Oh, pardon. Non, délicieusement cuisinés à l'huile d'olive. Lyophilisé, déshydraté, cramé, oh non, mais bien cuit, frit à volonté, ça croustille sous la dent, oh c'est bon, oh c'est trop bon, je vous recommande d'essayer, hein. Mais d'abord, oh non c'est trop bon, moi je les garde pour moi, hein. Allez, hein, sans rancune, hein. Et le café et la maison bleue reprend avec notre Hercule, Monsieur Biscotto. Quelle résistance à la douleur. Mais que prend-il à la main? C'est une tige de fer, impossible à tordre pour le commun des mortels. Quelqu'un veut essayer? Oui, maman. Allez-y, maître. Impossible. Si même le maître ne peut pas. Mais Monsieur Biscotto n'est pas le commun des mortels. Il tord cette tige de fer comme si c'était possible. Et ça marche dans l'autre sens. C'était Monsieur Biscotto. Mais je ne suis pas un gigolo, je suis maître de conférence en ornithologie. C'est pas rien quand même, maître de conférence en ornithologie. Je suis un fanatique des oiseaux, un passionné des oiseaux. D'ailleurs, je vais vous en faire quelques-uns. Moi non. Très bien. Le colibri. J'ai entendu le colibri. C'est moi. Le pivert. Très très bien. Je vois que la salle suit bien.
suis. On cherche un oiseau. Oiseau migrateur? Oiseau migrateur. Il y a aussi le ménate. Il y a aussi le ménate. Il y a aussi le ménate. Tais-toi, Coco! Plof, plof. Plof, plof. Le hibou. Le hibou démarré. Plof, plof. Et à qui je suis? Je suis l'oiseau. Je suis le fou de Barcham. Et enfin, celui qui fonce sur sa proie à 350 km/h, selon Corman du Monde. T'inquiète pas, il ne mange que des rongeurs. Il s'agit du faucon pèlerin. Et enfin, celui qui a la plus grande envergure, je précise 3 mètres d'envergure. La 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 la. Elle condamne par ça. Mon nom est Ping, Xi Jinping. Et moi, mon nom est Pong, James Pong. Nous allons réaliser des tours de magie incroyables. Mais j'ai besoin de mes accessoires. Ping, tu veux bien aller chercher mon chapeau et ma baguette? Ping, Pong. Mon chapeau. Ping, mon chapeau. Ping, pong. Oh mon petit Ping, s'il n'y avait pas trop de monde. Bon. Alors, on commence les tours de magie. Tu peux faire les bruitages? Un canard. Mais non, c'est une colombe. Canard colombe. Quoi? Et maintenant, un numéro non seulement incroyable, mais exceptionnel aussi.
incroyables, immenses, et généreusement incroyables. Il n'y a plus rien dans le chapeau. Oh, elle a pris la tangente. Bon, maintenant, un numéro inédit que nous ne ratons jamais. Nous allons disparaître. Oh, je vois plus rien. Bam, 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 bam. J'ai trouvé ce costume et je trouve digne du cadre noir de Saumur. Et je vais réaliser un numéro de haute école avec mon cheval. Mon cheval, un magnifique pur sang arabe. Mais je ne suis pas présentée. Balthazar, maître écuyer. Mon cheval s'appelle Bijou. C'est un pur sang arabe des plus hautes lignées, à la robe alezane. Bijou. Oh, là. Bijou, marche autour de moi. Marche. Là. Admirez la rousseur de sa robe, qui est plus chaude et intense sous les lumières du théâtre. D'autant qu'il a le poil très fin, ce qui le distingue des autres races de chevaux. Là, Bijou, oh, là, il paraît frêle, mais détrompez-vous, malgré ses attaches fines, il est solide et bien charpenté. D'ailleurs, je vais même me mettre en selle. Oh, là, Bijou, là, oh, oh. Je suis un peu nerveux ce soir, mais on va réaliser des choses extraordinaires. Tous les deux. Oh. Et, comme promis, je vais commencer par ce qu'il y a de plus complexe pour un cheval. Le piaffe. Il s'agit pour Bijou de trotter sur place en levant ses membres le plus haut possible. Démonstration. Bijou. Allez, Bijou, trotte. Attention. Piaffé. Allez. Oh, là. Et j'enchaîne avec le travail au galop. Voyez l'équilibre parfait de Bijou à cette année. On dirait qu'il danse avec élégance. Bijou va faire un tour complet autour de ses hanches.
Un tour complet. Allez, 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 Bijou. Oh là. Marche, Bijou. On sent le cheval un peu essoufflé. Les veines sont plus saillantes. Et remarquez, de l'écume s'est formé au niveau de l'encolure. C'est au niveau du passage de Rennes. Cette écume blanche caractéristique de la transpiration chez le cheval. Et alors, il répond au doigt et à l'œil. Mais Bijou récupère très vite. Il récupère très vite parce que c'est un athlète au départ de course d'endurance. Il est capable de galoper pendant des heures dans le désert, appuyé à gauche. Oh, sans se fatiguer. Changement de pied, le tout d'une main. En passant. Pour les connaisseurs. Et maintenant, je vais réaliser un exploit avec Bijou. Galoper à reculons. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Je sais. Contre nature. C'est pas possible. C'est une torture pour le cheval. Mais grâce aux qualités de Bijou athlétique, à la confiance qu'il a en moi, on peut réaliser cet exploit. Ça marche pas à tous les coups. Martha c'est quelquefois cassé les dents. Bon, bien sûr, il n'avait pas un cheval arabe. Il avait un magnifique frison. Il s'appelait Zimiaron, comme vous savez. Alors, Bijou, attention. Galop sur place, pour commencer. L'enfance de l'art. On y va, Bijou? Allez! Oh là! Oh. Extraordinaire. Marche. Faut qu'il récupère, enfin moi. Marcher au pas, c'est bien connu, on récupère bien. Et maintenant, eh bien, je vais me mettre pied à terre. Je lâche les rênes, il ne bouge pas. Je vais lui demander d'aller à l'écurie sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Ça ne se fait pas en scène. C'est contre nature. Ben, moi, je le fais. Il est malin, parce que ce revêtement, vous voyez, une espèce de feutrine, il est arrivé comme une petite souris, enfin autant qu'un cheval puisse ressembler à une petite souris, bien sûr. Eh ben, Bijou, puisque tu es là, regardez, j'ai oublié de vous dire un détail sur les chevaux arabes. Ils ont une caractéristique, en plus d'être magnifiques, d'avoir le poil lisse, enfin bon, c'est sa tête. Sa tête est portée par une encolure puissante, arquée. Ses grands yeux noirs affleurent de chaque côté d'un large front. Son profil
le profil du cheval arabe. Et Camus, oui, comme ça, regarde. Et ses lèvres sont fines, mais d'une finesse, comme ça. Et ses naseaux, les naseaux. On dirait Pierre Rep, là, maintenant. Les naseaux sont dilatés. On dirait quoi? Un hippocampe. Il ressemble à un hippocampe, comme beaucoup de chevaux arabes. Bon, lui, il est très marqué pour sa race, hein, vraiment. C'est sa lignée qui fait ça, vous comprenez. Ah, une dernière chose, parce que, vous voyez, il ne bouge pas, il ne bouge toujours pas. Extraordinaire. Il est cabotant. On se demande d'où il sort ça, mais il est cabotant. Et je sais ce qu'il veut, je sais. Allez, bijou. Allez, recule, recule, recule. Salut comme tu sais faire, bijou. Mon boulot, il est fini là. C'est ma nuit qui commence! Si vous venez au prochain spectacle de la Maison Bleue, j'enlève le bas! Je vous demande d'applaudir dans l'ordre de leur entrée sur scène les Kung Fu Locos Sabine.
avez tremblé devant un redoutable animal sauvage, le lion Clarence Caro. Et vous avez eu un peu tournis avec la merveilleuse danseuse jongleuse Esmeralda. Le spectacle a repris avec cette montagne de muscles impressionnante, l'inénarrable Monsieur Biscotto. Mais dans les hommes sexy, nous en avons un particulièrement doué, Aldo, notre Buster Keaton, Aldo, notre Lord Keaton. Ping, Fabienne. Cette petite bande a été menée avec une voix de velours et des bottes de cuir par Madame Loyal Floriane. Équipe technique, je voudrais l'indispensable régisseur, Régis. Et puis notre DJ, elle ne fait pas que conduire à l'abeille du Gévaudan, elle met aussi la musique, DJ Antonina. Notre Ava Gardner à nous, notre part de rêve. Babette. C'est Bijou que j'entends. Bijou et Balthazar, dénommé Chris.